Dans un monde globalisé où les alliances se forment aussi vite que les tensions éclatent, une question demeure bruyante, celle de la souveraineté des États face aux dynamiques du droit international. Jusqu'où un pays est-il réellement maître chez lui? Où s'arrête le pouvoir d'une nation et où commence l'ingérence légitime par des traités, des coalitions, des intérêts géostratégiques? Quand les frontières deviennent des lignes floues entre protection, intervention et coopération, le droit international devient un champ des batailles juridiques et diplomatiques. Dans cette édition spéciale, nous levons la voile sur le fondement, les tensions et les dilemmes autour de la souveraineté à l'ère des interdépendances mondiales. Une exploration épique au cœur des rapports des forces contemporains. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, un honneur de partager ces moments avec Maître Miché Makoubou, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher journaliste. Merci de l'invitation. C'est vraiment un plaisir pour nous de pouvoir partager cette émission avec vous. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Je suis très à l'aise. D'ailleurs, c'est à moi de vous remercier pour cette marque de considération afin d'éclairer les ondes d'ombre de nos auditeurs. Alors, il y a un grand nombre des internautes, des auditeurs qui vous suivent en ces moments. On aimerait savoir qui êtes-vous avant qu'on aborde les sujets pour lesquels nous réunissons ce soir. Merci. Je ferai une présentation qui n'est pas assez costaud. Je suis Maître Michel Mankoubou, juriste de formation et acteur politique. J'aime beaucoup le Congo, pas plus que vous, j'espère. Et donc, je suis un analyste politique, juriste, analyste politique. Juriste et analyste politique, ce serait aussi une occasion de pouvoir aborder ces thématiques qui parlent notamment des souverainetés des États, droit international, mais on les prendra aussi dans l'axe congolais. Alors, mais aujourd'hui particulièrement, on va plus utiliser votre côté juriste. Est-ce que ça vous va? Très à l'aise, cher journaliste. Merci beaucoup. Alors, on parle de souveraineté des États et droit international. Jusqu'où va le respect des frontières? Ces sujets tirés tout justement de ce qui s'est passé actuellement. Les présidents Trump avaient saisi à main brûlée les présidents vénézuéliens. Comment avez-vous justement analysé ces contextes qui fait actualité actuellement? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. En un mot juriste, je dirais que l'acte posé par le président des États-Unis d'Amérique cristallise la violation de droit international. Donc, c'est un acte que nous décourageons, un acte qu'il faut condamner énormément. Étant juriste, nous condamnons cet acte du président des États-Unis d'Amérique qui n'est pas à encourager. Donc, nous avons des sentiments qui ne diraient pas assez motivés parce que si un tel acte a été posé par un État africain, comment est-ce que cela pouvait être interprété? Imaginez un seul instant où le président congolais s'élève pour aller capturer le président rwandais chez lui. Parce que le président rwandais va plus loin d'ailleurs en occupant nos territoires. Et si le président congolais posait un tel acte, que fera la communauté internationale, notamment les États-Unis d'Amérique? Vous allez vous rendre compte que les États-Unis sera peut-être la première nation ou ils seront la première nation à condamner ces actes. Et donc, nous, étant citoyens du monde, on ne peut pas encourager ces dérapages de règles de droit. Ces dérapages de règles de droit, vous condamnez l'acte qu'a posé les présidents Donald Trump puisque ça viole directement les droits internationaux. Mais on aimerait savoir qu'est-ce que signifie justement la souveraineté d'un État selon le droit international précité. Ok, merci beaucoup pour la question. De prime abord, il faudrait savoir que la souveraineté des États trouve son fondement dans la Convention de Montevideo. Notamment, c'est une convention qui a été signée, si je ne me trompe pas, entre 1930 et 1929. Cette convention donne les éléments constitutifs d'un État.
Donc, pour que vous soyez un État sur la scène internationale, il y a des conditions que vous devez remplir, soit les éléments que vous devez avoir. Nous avons les territoires, la population, la souveraineté qui ne doit normalement pas marquer. Il y a le territoire, la population, la souveraineté et voilà, un élément m'échappe suivant la convention de Montevideo. Et donc, la souveraineté trouve son fondement dans cette convention. Cette souveraineté veut dire simplement que les États, dans leurs relations avec d'autres États, ne sont pas soumis à un dictat. C'est-à-dire, les États sur la scène internationale ou en droit international, les relations sont fondées sur l'égalité souveraine. Donc, si la République démocratique du Congo veut faire ce qu'il veut, la République du Rwanda n'a pas un mot à dire. Que le droit de décider par soi-même. On n'a pas à vous imposer. Aucun État n'est supérieur à l'autre État. Parce que la souveraineté est prise dans des angles. Il y a la souveraineté de l'État et la souveraineté dans l'État. Donc pour certains juristes, ils estiment que la souveraineté n'est pas un élément qui constitue l'État. Par contre, ils pensent que c'est un élément distinctif de l'État. C'est-à-dire un élément qui distingue. Alors, si nous allons dans vos mots, ce qui régisse la souveraineté, ce qui régisse les droits internationaux, c'est la légalité ou l'égalité des États. Mais Voilà. est-ce que on peut directement croire que les États-Unis et les Venezuela disposent des mêmes droits internationaux? Ça veut dire qu'ils sont égaux selon la loi. Alors comment? Mais exactement. Mais sous quel pouvoir actuellement le président Donald Trump irait jusqu'à capturer les présidents vénézuéliens? C'est sous quel droit? Puisque jusque-là, les flous plantent autour de cet acte. Merci pour la question. Le président américain, dans sa violation du droit international, il ne le dit pas expressement. Si vous vous rendez compte de son acte, sa façon de le justifier, il va plus loin. Il ne dit pas expressis verbis qu'il est en train de violer le droit international. Selon lui, la capture a été justifiée par les États-Unis comme une opération de police. D'abord, les États-Unis ne reconnaissent pas Maduro comme président du Venezuela. C'est le premier problème qui se pose là. Le président Maduro n'est pas reconnu par les présidents américains comme étant. Et donc, il a été capturé comme un citoyen lambda. Comme vous et moi, les États-Unis se lèvent un bon matin, il vous cueille comme une mangue. Parce que cette reconnaissance-là, lui ne reconnaît pas Maduro comme un président vénézuélien. La première des questions. C'est-à-dire que les États-Unis justifient son acte, non pas comme un acte d'ingérence, plutôt comme une opération de police. Une opération de police comme quoi les citoyens Maduro auraient enfin les règles qui mettent en branle les intérêts des États-Unis d'Amérique. Et voilà pourquoi il a été poursuivi. Et donc, les États-Unis n'est pas au-dessus du droit international. Les États-Unis reconnaissent néanmoins le droit international. Même lorsqu'ils vont à l'encontre du droit international, lorsqu'ils dérapent, ils essaient toujours de trouver les moyens. Ils essaient un peu de flouer les actes sous prétexte d'une quelconque opération de police. Une quelconque opération de police, on va y revenir, puisqu'il y a énormément de questions qu'on doit exploiter actuellement. Mais vous avez dit ce qui détermine justement les droits internationaux, c'est la souveraineté, les territoires et tout ce qui va avec, pour qu'un État soit État. C'est ce que vous avez dit, non? Selon les... Exactement. Voilà. Alors, quels sont les grands principes qui garantissent le respect de cette souveraineté? On parle maintenant de la souveraineté d'un État. Quels sont ces grands principes-là qui ont été violés par rapport
à sa souveraineté. Ok, merci pour la question. D'abord, les principes sont multiples, je dirais. Il y a d'abord le principe de non-ingérence, c'est-à-dire aucun État ne peut intervenir dans les affaires intérieures ou extérieures de notre État. Ce qui veut dire, la RDC mène ses politiques librement, le Rwanda ou le Congo-Brazza mène également ses politiques, que ce soit des politiques économiques, politiques ou sécuritaires. Là, c'est le principe de non-ingérence. Nous faisons notre élection. Ça ne les concerne pas, ce n'est pas leur affaire. On ne s'ingère pas dans les affaires qui ne relèvent pas de vos compétences. C'est ce qu'on qualifie d'immixtion. Donc, l'absence de toute immixtion, c'est ce que signifie ce principe-là, le principe de non-ingérence. Le deuxième principe, c'est d'ailleurs le principe fondamental qui trouve son fondement à l'article 2 de la Charte des Nations Unies, c'est le principe de l'égalité souveraine. Je vous ai dit que la souveraineté, c'est ce qui qualifie en quelque sorte un État. Parce que nos rapports sur la scène nationale, si les individus, vous et moi par exemple, nous voulons contracter, c'est-à-dire nous voulons faire un contrat, nous sommes en principe égaux, mais nous ne sommes pas souverains. La souveraineté, c'est la compétence de ses compétences. C'est-à-dire, le Rwanda a ses compétences, les États-Unis a ses compétences, la République démocratique du Congo aussi a ses compétences. Et lorsque nous traitons pour le deux, nous sommes égaux. Il n'y a pas un État qui soit au-dessus de l'autre. Mais je crois que je vais vous éclairer vers la fin en ce qui concerne le droit de veto. Voilà. C'est le deuxième principe. Le troisième principe qui a été violé, c'est le principe de l'intégrité territoriale. Lorsque les Américains débarquent au Venezuela, ils vont capturer, ils vont violer les territoires du Venezuela. Ça, c'est un acte grave. Donc, quand je parle du territoire, de l'intégrité territoriale, donc lorsque je parle du territoire du Venezuela, il ne s'agit pas seulement du sol. Je vois le sol, le sous-sol, et voir même les avions, l'espace aérien. Lorsque les avions des États-Unis d'Amérique atterrissent sur le sol vénézuélien sans l'autorisation des autorités vénézuéliennes, ça, c'est une violation très très grave. Et donc, aucune puissance étrangère ne peut l'annexer ou le morceler. Donc, les États-Unis ou le Rwanda, comme je prends cet exemple parce que ce sont eux qui ont un peu ces tentatives-là de venir annexer ou réclamer nos sols. Alors que le droit international consacre les principes de l'intégrité territoriale. Le quatrième principe, c'est le principe de non-recours à la force. Ces principes postulent que l'usage de la force ou de la menace utilisée est interdite, sauf en cas de légitime défense. Là, c'est l'article 51 de la Charte des Nations Unies. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas recourir à la force pour régler vos différends sur la scène internationale. Mais exceptionnellement, en cas de légitime défense, lorsqu'un État vous attaque, là, vous pouvez vous aussi recourir à la force ou lorsque vous avez un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, vous allez vous rendre compte que le Venezuela n'a pas attaqué les États-Unis. Allons-y au fait. Il n'y a pas un acte concret d'attaque de Venezuela contre les Nations Unies pour dire que non, les États-Unis auraient levé les moyens de la légitime défense. Et donc cette hypothèse-là est mise de côté. Deuxièmement, sous mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, il n'y a aucun mandat de sécurité des Nations Unies. Et donc vous vous rendez compte que l'acte posé par le monsieur constitue une violation vraiment du droit international. Il y a encore le principe de libre disposition de peuple. Ça, c'est un principe sacro-saint. Donc, le peuple a le droit de déterminer librement leur statut politique et leur pouvoir, développer économiquement et socialement leur pays. Donc, le développement économique, politique, social et culturel est librement. On le détermine librement. Ça, c'est le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. On nous a pas, si on a nos minéraux,
on peut le vendre comme on veut. C'est ça. Parce qu'on est indépendant, on peut agir comme on veut, faire tout ce que nous voulons de nos minéraux. Parce que nous avons le droit de disposer. En fait, le droit de disposer, c'est ce qu'on appelle en latin la busus. La busus, donc c'est l'attribut majeur de la propriété. C'est ce qui donne la valeur de la propriété à un propriétaire. Le sixième principe, j'avais seulement souligné 7 principes pour ne pas prendre le temps en otage. Non, mais c'est vraiment ça, c'est ce que nous voulons. Parler, continuer. Voilà. Le principe du respect des traités. Là, c'est, si la mémoire ne me trompe pas, c'est l'article 27 ou 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Ce qu'on nous qualifions de pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda signifie que les accords et les traités doivent être respectés de bonne foi. Et donc, sur la scène internationale, lorsque les États ont ratifié les traités, or les Nations Unies ont ratifié la Charte des Nations Unies. Le Venezuela également. Ce qui signifie que les deux États doivent respecter cet accord de bonne foi. La bonne foi en droit international ne se présume pas. Elle se prouve par toute voie de droit. Or, le fait que les États-Unis s'immiscent dans les affaires, le fait que les États-Unis aillent capturer le président vénézuélien, là, il n'est pas de bonne foi. C'est un État qui est de mauvaise foi par rapport au Venezuela. Donc ça, c'est aussi un grand principe qu'ils ont violé, les pacta sunt servanda. C'est en quelque sorte la volonté des États. C'est comme vous et moi, si vous voulez par exemple me vendre les téléphones, votre téléphone, on s'entend, je vous donne mon argent, vous aussi, vous me donnez les téléphones. Là, c'est l'article 33. Par exemple, en droit interne congolais, c'est l'article 33 qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qu'ils les ont faites. Dès lors que nous nous sommes déjà entendus, tu me vends les téléphones, je te donne l'argent, ça devient déjà une loi. C'est la loi du parti. Maintenant, sur la scène internationale, c'est ce que nous qualifions de pacta sunt servanda. C'est-à-dire, lorsque des États se sont déjà entendus, ils ont déjà ratifié un traité, ils sont maintenant obligés de le respecter. Ce qui signifie, si toi tu ne respectes pas les traités, l'autre État non plus ne peut pas respecter. C'est ce qu'on qualifie de l'exception non adipendi contractus. Donc la violation d'un accord par l'un justifie la violation aussi par l'autre. Et le dernier principe que je soulignais, c'est le principe de reconnaissance internationale. Un État souverain est reconnu par la communauté internationale, ce qui consolide plutôt la légitimité de ce droit. Or, le Venezuela, c'est un État souverain, reconnu par la communauté internationale. Et donc, il a quasiment le libre arbitre de jouir de ses droits. Voilà ce que je peux dire en un mot à ce qui concerne le principe de droit international qui ont été touchés. Voilà, plus de 7 principes qui ont été touchés, c'est énorme. Et ça doit normalement être sanctionné. Mais on se demande pourquoi c'est tout le monde qui condamne l'acte posé par les États-Unis. Pourquoi on ne les sanctionne pas directement? Ok, merci pour la question. Il se pose un problème aussi par rapport au droit international. Le droit international, pour certains d'ailleurs, il le qualifie comme un droit amorphe. Pourquoi? Par l'absence d'un grand pouvoir coercitif. Il vous souviendra que les États-Unis d'Amérique font partie de ce que nous qualifions de membres permanents des Nations Unies. Donc il y a notamment les États-Unis, la France, la Russie, la Chine, ainsi que la Grande-Bretagne, si je ne me trompe pas. Alors, or, avant de le condamner, c'est le Conseil des Nations Unies qui condamne d'abord. C'est le Conseil des Nations Unies qui prend des résolutions. Comment voulez-vous qu'un État qui viole lui-même les règles puisse participer à sa propre condamnation? C'est absurde et contradictoire. Et donc, l'absence de sanctions en droit international, c'est ce qui qualifie, mais c'est ce qui même qui fragilise le droit international. Vous ne pouvez pas demander aux États-Unis de s'auto-sanctionner.
Mais il faut l'exclure, Parce non? qu'il Quand a vous un voulez les problème. sanctionner. Quand on veut les sanctionner, on l'exclut. Il ne peut pas participer dans ces conseils-là où il ne peut pas intervenir puisque lui, c'est lui qui a commis l'acte. Mais n'est pas de sanctionner, ça c'est violer la loi. Vous ne voyez pas que c'est un peu contradictoire? C'est-à-dire quoi? Quand on parle du droit de veto, cela signifie que l'OPI de ces États, ou l'absence d'un de ces États, signifie qu'une décision ne peut pas être prise. Donc cela fragilise C'est la décision. Donc une décision ne peut pas être prise sans que ces États-là ne soient là. La RDC peut être absente, on prend une résolution, ça va, mais pas les membres permanents. Oh là là. Alors comment l'ONU encadre-t-elle les interventions internationales dans un pays souverain, comme les cas par exemple du Venezuela? Voilà. Bon, l'ONU, en ce qui concerne l'encadrement, il se fonde justement au principe que j'avais si haut énuméré. Donc le principe que les États-Unis a violé. Mais sauf que là, il y a quelques exceptions. Il y a par exemple l'intervention autorisée par le Conseil des Nations Unies ou le Conseil de sécurité. Là, c'est dans le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies dans le programme. C'est-à-dire, l'organe principal pour décider des interventions, c'est le Conseil des Nations Unies. Il peut constater une menace à la paix ou un acte d'agression. Soit l'un des crimes qui relève essentiellement de la compétence de la Cour pénale internationale, notamment les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes d'agression, et j'en passe. Lorsqu'on se rend compte d'un tel méfait, les États-Unis peuvent être poursuivis parce qu'il s'agit de plusieurs États. Les États-Unis peuvent être poursuivis. Ça, c'est en vertu de ce que l'ONU a prévu. Ou soit, pour qu'il n'y ait pas violence, on respecte simplement les règles. C'est facile. Donc pour l'ONU, il a mis en place les règles. Comment maintenant il peut encadrer pour que l'on viole les règles qu'il a mises en place? C'est là maintenant qu'il y a des faiblesses. Il y a des mécanismes, mais il n'y a pas de moyens coexistifs. Vous y êtes? Je suis là, je vous écoute. Oh, ok. Alors, c'est ce que je disais. Voilà. À part cela, il y a aussi l'encadrement des opérations de maintien de paix. Donc, si par exemple un État veut intervenir ou si l'on veut protéger les droits internationaux, on doit aussi respecter la procédure. Je vous donne un exemple. Si la République démocratique du Congo est incapable de protéger par exemple les populations civiles, il y a guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Or, l'attaque est imminente. Les rebelles sont en train d'avancer. Les populations civiles sont en train de mourir. Même sans le consentement de la République démocratique du Congo, les Nations Unies peuvent descendre et venir intervenir dans un territoire qui ne l'a pas invité en réalité. C'est-à-dire, nous sommes là, l'AFC 123 avance, la République refuse de faire appel aux Nations Unies. Les Nations Unies eux-mêmes, ils peuvent venir intervenir, même sans notre volonté. Ça, ce sont des cas d'exception. Ça, ce sont des violations, je dirais, de ces principes-là. Alors, très bien, on parle de l'humain, on parle aussi de la souveraineté de l'État, mais on veut savoir, le respect des droits humains peut-il primer sur la souveraineté d'un État? Cela est-il possible? Oui. Le respect des droits humains dans certaines situations peuvent primer sur le respect, peuvent primer sur la souveraineté des.
que je disais, surtout lorsqu'il s'agit de violations graves et systémiques des droits de l'homme, par exemple. L'évolution du droit international contemporain est fondée sur le principe de la responsabilité protégée. C'est un principe qui est relativement jeune par rapport au droit international parce qu'il a été créé en 2005. Ce principe postule que chaque État a la responsabilité de protéger ses citoyens contre le génocide, les crimes de guerre, les nettoyages ethniques, les crimes contre l'humanité. Si cet État-là maintenant échoue, la communauté internationale peut intervenir en dernier recours, même sans son consentement, notamment pour une intervention militaire autorisée par les conseils de sécurité. Et donc, même lorsque la communauté internationale doit venir intervenir, elle ne vient pas de manière extra-brutto. Il doit y avoir une décision de conseil de sécurité pour justifier cela. Mais à part cela, je vais vous démontrer également que la paix ou le droit, la protection des droits prime sur la souveraineté. Il y a la juridiction pénale internationale. La CPI, la Cour pénale internationale, peut poursuivre des individus, y compris des chefs de l'État, pour des crimes internationaux, même contre la volonté de ces États. Donc, l'État peut être souverain,